Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Eh bien, nous avons lancé la semaine dernière la série « Pourquoi, après un si beau projet porté et mené par nos ancêtres, pourquoi Haïti n'est toujours pas capable de mettre sur pied un État fiable et viable pour tous les Haïtiens, pour toutes les Haïtiennes, c'est la question. Hein. C'est la question. La semaine dernière, nous avons vu comment cet État est né, dans quelles circonstances il est né cet État, comment c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu par les voisins, c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu par le droit international. Et pourtant, Haïti est né le 1er janvier 1804. L'historien afro-américain a raison de parler d'Haïti comme étant une anomalie, comme étant un défi, comme étant une menace. Anomalie, Haïti l'est encore. Un État noir. J'aime pas parler de république noire parce qu'on va devenir une république seulement après avec Pétion. Mais comment ce premier État noir est comme une espèce de pierre dans les chaussures du monde libre, du monde des Blancs. Comment en même temps cet État est une menace parce que tout autour de cet État croupissent des millions d'esclaves noirs qui enrichissent justement les hommes et les femmes blancs. Mais c'est en même temps un défi. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Faut-il relancer une guerre contre ces révoltés? Ou faut-il les traiter toujours pour qu'ils demeurent inférieurs, de telle sorte qu'on puisse dire aux autres « Ah,
Vous voulez être libre? Vous voulez vous révolter contre vos maîtres? Vous voulez vous dresser contre l'esclavage? Regardez Haïti. Et pendant longtemps, ça a été l'épouvantail dont la France s'est entre autres servi pour empêcher que les Martiniquais, pour empêcher que les Guadeloupéens, bref, pour empêcher que ce que la métropole appelle les territoires français d'outre-mer, c'était donc le langage, l'épouvantail, l'argument dont se servait l'État français pour dire à nos frères antillais, restez là où vous êtes, contentez-vous d'être des ressortissants de territoires français d'outre-mer. Vous et moi savons, hélas, que pour quelqu'un qui vit dans l'Hexagone, eh bien, un Antillais qui vient de la Martinique, un Antillais qui vient de la Guadeloupe, c'est pas tout à fait un citoyen français. D'ailleurs, il continue à parler de l'Hexagone comme étant la métropole et à parler des Antilles comme étant, si vous voulez, des provinces. Donc, voyez, Haïti demeure cette anomalie, cette menace, ce défi dont on ne sait pas toujours quoi faire. On a vu qu'au lendemain de l'indépendance, tout était à faire. Tout était à faire. Bon, d'abord, il n'y avait pas de capitaux. Les esclaves qui ont lutté pour leur liberté, mais n'avaient pas de capitaux. Pour faire le développement, il faut avoir des capitaux à investir. Il faut avoir de l'argent frais à injecter dans les infrastructures, dans les structures, etc. Or, il n'y avait pas de capitaux. Jusque-là, la France avait investi énormément dans la colonie parce que Saint-Domingue, c'était le joyau de l'économie française. Donc, cela se comprend que l'État français ait investi beaucoup de capitaux. Ici, on parle de milliards de francs ou de francs or dans la colonie domingoise. Pourquoi? Parce que, eh bien, en retour, la colonie domingoise enrichissait l'Empire français. Selon la doctrine de Colbert, tout pour et par la colonie. Mais là, du jour au lendemain, après cette longue guerre de l'indépendance qui s'est soldée, comme on le sait, par la défaite de l'armée française, eh bien, de 91, année à laquelle eut lieu la grande révolte des esclaves, à novembre 1803, qui consacre la victoire de l'armée indigène, l'armée des Incas, pour reprendre la formule du général Jean-Jacques Dessalines. Donc, l'année qui a consacré la victoire de l'armée indigène, eh bien, entre 93 et 1803, eh bien, tous les investisseurs, les grands planteurs, les grands blancs, comme on les appelait, les colons, eh bien, ils sont partis soit à l'est, à Santo Domingo, soit à Cuba, qui était devenu, si vous voulez, une espèce de terre d'accueil pour les colons français, les planteurs français, soit en Louisiane, aux États-Unis, où ils ont exporté tout leur savoir-faire de l'industrie sucrière, en sorte que c'est bien beau de gagner la bataille politique, c'est bien beau de gagner la bataille idéologique, liberté ou la mort. Quand vient le moment de construire un État, il faut bien plus qu'une idéologie, il faut bien plus que des slogans, il faut des capitaux, il faut de la main-d'œuvre qualifiée, donc des ingénieurs, des gens qui pensent, ou des techniciens qui vont penser à inventer des machines. Il faut des arpenteurs qui vont saisir, si vous voulez, la science de la forme des territoires pour savoir comment irriguer ces territoires-là. Et on s'est donc retrouvé du jour au lendemain sans techniciens, sans capitaux, sans savoir-faire, sans main-d'œuvre qualifiée. On s'est donc retrouvé avec l'équivalent de 500 000
habitants qui jusque-là étaient des esclaves pour la plupart, qui pour quelques-uns étaient des hommes libres, mais qui se posent la question, qu'est-ce que nous allons faire de ce territoire? La semaine dernière, on l'a vu, nos ancêtres n'ont pas improvisé cette idée d'indépendance. Ils y ont pensé, même si c'était une pensée par étapes. Si on part du gouverneur Toussaint Louverture, l'indépendance telle que Jean-Jacques Dessalines, par exemple, va la conquérir, va l'obtenir, n'était pas dans la pensée, du moins immédiate, du gouverneur. Le gouverneur Toussaint voulait une espèce de souveraineté association. La colonie va être, pour ainsi dire, autonome. Il faut plutôt parler d'autonomie association. Donc, la colonie va être autonome, elle va pouvoir nommer son propre gouverneur général à vie, en l'occurrence Toussaint Louverture lui-même. Cette colonie va pouvoir disposer de sa propre constitution, la constitution de 1801. Donc, elle va pouvoir voter ses propres lois, sa première étant l'abolition pour toujours de l'esclavage. Mais elle va maintenir un lien culturel avec la France. On va continuer à parler français. Elle va maintenir un lien commercial avec la France. On va pouvoir y vendre des produits et en acheter aussi ce dont la colonie aurait besoin, ce qui modifie le colbertisme. Dans le colbertisme, vous avez un modèle à sens unique, tout par et pour la colonie, tandis que dans la pensée du gouverneur Toussaint, non, c'est plutôt une relation au sens premier du terme, c'est-à-dire des échanges qui vont dans les deux sens. La colonie va produire, si vous voulez, du café, du sucre, qu'elle pourra vendre en priorité à la France, mais qu'elle pourra vendre aussi ailleurs, aux États-Unis, n'est-ce pas, dans les colonies anglaises. Et la colonie pourra acheter aussi des produits qui viennent de la France, mais pas exclusivement de la France, des colonies anglaises ou des États-Unis. Donc, le gouverneur Toussaint se positionne comme étant l'égal de Napoléon Bonaparte. Et quand vous connaissez la personnalité, quand vous lisez la vie, quand vous lisez, n'est-ce pas, la trajectoire de Napoléon Bonaparte, l'idée qu'un noir puisse se positionner comme étant son égal était en soi suffisante, était une horreur suffisante pour déclencher la guerre. Et c'est ce qu'il va faire. Il va donc dépêcher dans la colonie domingoise la plus grande armada de tous les temps. Il a nommé comme leader, comme chef de cette armada, nul autre que son beau-frère, celui que lui, Napoléon Bonaparte, avait marié à sa sœur Pauline. Et pour quel résultat? Vous connaissez le reste. Eh bien, Leclerc va mourir de fièvre jaune et de découragement. Il sera remplacé par Rochambeau, qui va faire de cette guerre, si vous voulez, une guerre raciale, une guerre totale. C'était une guerre raciale telle que le voulait Napoléon Bonaparte. Il faut tuer tous les officiers, il faut tuer tous les soldats qui ont plus que 9 ans, imaginez. Donc il voulait tout simplement soit déporter ces noirs et ces jaunes qui pour lui ne sont que des nègres au Madagascar, ou sinon les tuer tous. C'était l'ordre formel qu'il avait intimé d'abord à Leclerc, ensuite à Rochambeau, et Rochambeau exécutait parfaitement, littéralement, donc les ordres de Napoléon Bonaparte. Il noyait les officiers, il les gazait. Encore une fois, les Haïtiens sont les premiers à subir cette expérience traumatisante d'être gazés dans un endroit fermé, dans des bateaux, dans des cales de bateaux. Et devant l'explosion du racisme haineux de Rochambeau, devant l'explosion du racisme haineux de Bonaparte, eh bien, les anciens libres, donc les mulâtres, en la personne de Pétion,
sont allés voir les nouveaux libres en la personne du général Jean-Jacques Dessalines pour sceller une alliance de manière à se battre pour leur liberté contre les esclavagistes français. Et on tend à banaliser ce qui va se passer là. Ce Rochambeau, c'est un homme expérimenté, c'est un homme d'une expérience vaste, mais d'une réputation internationale. Lorsque Rochambeau devait, par exemple, conduire l'armée française dans cette bataille à la Crête-à-Pirot, il disait, écoutez, préparez mon souper, je n'en ai que pour quelques heures, je vais écraser une mouche et je reviendrai. L'expérience de l'homme, son savoir-faire, sa formation laissait présager une victoire facile sur ces bandes de nègres qui ont à peine appris à se battre. Et pourtant, Rochambeau va mordre la poussière. Ce Rochambeau, les Américains le connaissent bien. Je vais vous dire qui il est, quelle réputation il s'est faite, de manière à vous montrer à quel point cette victoire du 18 novembre 1803 n'est pas une mince affaire, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. D'où le titre de l'émission, Haïti, grandeur et misère du premier État noir d'Amérique. Grandeur, il faut aussi en parler, mais misère aussi. Nous ne sommes pas là pour faire de la masturbation intellectuelle, pour dire que nous avons réussi et réussi partout, c'est plutôt le contraire. Oui, nous avons réussi la proclamation de l'indépendance. Nous avons réussi, donc nous avons gagné la bataille de Vertières qui vient mettre un terme à, bon Dieu, plus de 11 ans de guerre, hein, quand on sait que la révolte est partie du mois d'août 93. Grandeur, il faut en parler, c'est ça aussi faire l'histoire, mais on ne saurait fermer les yeux sur nos misères. D'où la question qu'on s'est posée la semaine dernière, pourquoi Haïti n'arrive toujours pas à produire un État viable et fiable pour toutes les Haïtiennes, pour tous les Haïtiens. Vous connaissez le rituel? Longue introduction, me direz-vous avec raison. Bien, à ce stade-ci, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à nous garder éveillés, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure, les amis. Stay with us. We'll be right back. Mes chers amis, savez-vous réellement ce qu'est l'archivistique? Dans un monde où on crée toujours plus d'informations, les archivistes sont appelés à la ligne de front pour aller aider les organismes, les entreprises et les particuliers à gérer cette information. La Voix de l'archiviste est un podcast québécois entièrement dédié à cette profession. Venez découvrir le métier le plus passionnant du monde, celui du gardien de la mémoire. Oh, Alberto, frérot. Ça va, frère? Yes, ça va. Mais bro, qu'est-ce qui se passe le 23 août comme ça? Hein? I keep hearing about that big event that's coming up, but I don't know what it is. Ah, ok. Ou pas de compte ça, Pam? Non. Ok, dimanche le 23 août, là, il y a une conférence importante avec nul autre que Dr Jean-Fils Aimé. Jean-Fils Aimé? Oui. Mais qui est-ce qui docteur ça? Dr Jean-Fils Aimé, c'est un intellectuel, un historien, un théologien, un écrivain. Oh. Le gars est très connu de la communauté haïtienne. Monsieur toujours à parler nous sous histoire nous, culture nous, à identité nous, bagage qui est important. What's the conference about? C'est sur l'abolition de la traite négrière d'hier à aujourd'hui. Ah. Oui, parce que si nous pas connaissons l'histoire, nous pas qu'à comprendre ça qu'à passer aujourd'hui à devant chez nous. Ouais, ça me le soulève. Ça, c'est vrai. But, yo, tell me, where and when? C'est dimanche le 23 août. Prends-le en note, mets-le dans ton agenda. 23 août. Exact. OK. De 13h à 17h au Carlton Signature, 8860 boulevard Langelier. And what's the price? How much it costs? It's totally free. C'est contribution volontaire. Et tu peux même découvrir et rejoindre le groupe AFNA qui va être sur place. AFNA? Oui, ça c'est l'association des fonctionnaires noirs et afro-descendants. Donc tu peux les rejoindre si t'es un fonctionnaire. Ah, ok. Voilà. Hey, yo, Pam, yo, m'pas qu'à pas là, man. That's Pas it. là, dans le normal. Voilà, c'est ça qu'on Hey, veut yo, I'll entendre. be there for sure, bro. Sure. Nous pas qu'à arrêter les spectateurs. Faut impliquer nous. Faut prendre place dans le combat. Venez en foule, venez avec vos amis. Voilà, on vous attend tous en foule. Attends-nous. Right. Aucune excuse de pas Parce être que là. l'ignorance apaise, La connaissance bouleverse.
comment se fait-il que nous en soyons encore là? Nous sommes la queue du peloton des nations, il faut le dire. Il suffit de se rendre ailleurs dans le monde pour réaliser, avec émoi, avec tristesse, que nous sommes vraiment la queue du peloton. Et pourtant, la manière dont nos ancêtres ont brillé en novembre 1803 ne laissait nullement présager ces misères que nous endurons aujourd'hui. Car nos ancêtres ont brillé. Après la bataille du 18 novembre 1803, la bataille de Vertières, le général Jean-Jacques Dessalines félicitait ses généraux, il félicitait ses soldats et il disait d'eux, vous étiez comme des dieux. En effet, nos ancêtres étaient comme des dieux. Gagner une bataille sur Rochambeau, mais c'était une gageure quasiment impossible. Hein? Au Rochambeau, il faut en parler. La première fois que le monde va entendre parler de ce Rochambeau en des termes dithyrambiques, c'est dans la guerre de l'indépendance américaine. George Washington est le général qui mène les milices américaines, l'armée des patriotes, qui devait confronter sur le terrain de la guerre l'armée britannique, ce qu'on appelait alors les tuniques rouges, une armée professionnelle, une armée disciplinée, une armée expérimentée, une armée complète dans les termes d'alors. L'armée britannique disposait d'à peu près tout ce dont une armée d'alors rêvait. D'abord, il y avait la marine la plus costaude. Ensuite, vous avez les artilleurs, vous avez ceux qui travaillent sur les armes lourdes, n'est-ce pas? Et ceux qui sont entraînés pour les combats au corps à corps, hein, n'est-ce pas? Les combats à l'épée. Et je commençais par vous le dire la semaine dernière, tout laissait croire que l'armée américaine allait perdre la guerre de l'indépendance. C'est à ce point vrai que les membres du Congrès d'alors, le fameux Congrès de Philadelphie, ont dépêché nul autre que Benjamin Franklin, n'est-ce pas, Benjamin Franklin en France, pour solliciter le secours des Français. Et lorsque la France a accepté de déclarer la guerre à l'Angleterre et de se joindre, n'est-ce pas, à l'armée américaine, donc de se joindre à la milice américaine, c'était plutôt des miliciens plutôt que des militaires régulièrement formés, eh bien, la France a dépêché nul autre que Rochambeau, une imposante armada. Et lorsque l'armée française est arrivée en Amérique, elle a fait le constat que George Washington n'était pas du tout à la hauteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va vous parler de George Washington comme d'un héros, ce qu'il est aux yeux des Américains, mais on s'entend qu'en termes de stratège, en termes de tacticien, l'humanité a déjà vu de meilleurs tacticiens, de meilleurs stratèges. Et donc, n'étaient les conseils de Rochambeau, n'étaient les plans de guerre de Rochambeau, n'étaient les tactiques, les stratégies de Rochambeau, les patriotes auraient été écrasés par les tuniques rouges, c'est-à-dire les Américains, les miliciens américains auraient été écrasés par l'armée professionnelle britannique. Et donc le monde entier va entendre parler de Rochambeau parce que justement c'est grâce à lui que l'armée des patriotes, sous la direction de Washington, va vivre donc la victoire par rapport aux tuniques rouges, par rapport à l'armée britannique. Et donc c'est cet homme expérimenté qui a
roulé sa bosse de par le monde, qui a fait la guerre, n'est-ce pas, dans toute l'Europe connue d'alors, même sur le continent américain, c'est ce Rochambeau qui va remplacer Leclerc. L'homme est connu pour son racisme. Il est connu pour ses méchancetés hors de toute imagination. Vous vous rappelez, c'est ce Rochambeau qui avait organisé une fête à laquelle il a invité, n'est-ce pas, de belles mulâtresses. Et après la fête, il les a invités à passer à une autre salle. Question de découvrir, n'est-ce pas, d'autres éléments. Et qu'est-ce que les mulâtresses allaient voir, mais leur propre mari qui venait d'être assassiné par les hommes de Rochambeau. Rochambeau, c'est cet homme qui a fait venir de Cuba 600 bulldogs, donc 600 chiens, dressés à dévorer, à déchirer la peau des Noirs, parce que à un moment donné, il commençait à perdre le contrôle de ces marrons, à perdre le contrôle de ces Noirs qui refusaient de travailler pour les autres, qui refusaient de se considérer comme esclaves. Eh bien, il se dit, là où la maréchaussée française ne pouvait pas les atteindre, ces marrons, on va leur lancer des chiens. Et cela constitue aujourd'hui encore un traumatisme pour nous les Haïtiens. On aura toujours une espèce de rapport amour-haine avec les chiens. Et si vous posez la question aux adultes, pourquoi cultivez-vous ce type de rapport amour-haine avec les chiens? Eh bien, ils vont vous dire, m'barre un sac chien. Pourquoi? Parce que on a gardé les traces de ce traumatisme, de ces centaines de bulldogs que ce Rochambeau a fait venir de Cuba de manière à nous dévorer, à nous avaler tout cru. Et donc, grandeur, c'est ce que nos ancêtres ont réalisé, que de battre l'armée française, que de battre, n'est-ce pas, les troupes de Rochambeau, et d'exiger d'exiger que Rochambeau, n'est-ce pas, concède la victoire à un nègre qu'il détestait particulièrement, Jean-Jacques Dessalines, c'était quelque chose d'inattendu, c'était quelque chose de jamais vu. Non seulement nous avons gagné cette guerre raciale, c'est la première fois qu'une armée de nègres, qu'une armée non européenne va vaincre une armée européenne. Vous me direz, puisque j'en ai parlé, que ah oui, mais les Américains ont battu les Anglais, mais que sont les Américains sinon que des Européens, n'est-ce pas? Des gens qui se sont installés depuis l'Europe en Amérique, qui ont volé, n'est-ce pas, la terre des autochtones, qui les ont assassinés, n'est-ce pas, sur 200 ans, et qui aujourd'hui s'installent comme étant la nation la plus riche. Mais c'est une nation assassine, c'est une nation pilleuse, etc. Et donc, c'est des Européens qui se battaient contre des Européens. Là, c'est la première fois que des ressortissants d'un autre continent, ici on parle de l'Afrique, des gens qu'on a toujours considérés comme les damnés de la terre, pour reprendre l'expression de Frantz Fanon, et qui sont traités comme des damnés, c'est la première fois donc que ces gens-là vont subir une défaite aux mains de peuples que eux, les Européens, considèrent comme inférieurs. Non seulement nos ancêtres ont-ils gagné la bataille militaire, mais ils ont gagné aussi une bataille économique. Ils ont renversé en tout cas l'ordre économique. Je n'ai pas arrêté de vous parler du colbertisme. Le colbertisme, donc, c'est tout par et pour la métropole. J'ai fait ce lapsus tout à l'heure, donc tout par et pour la métropole et non pour la colonie. La colonie, au contraire, c'est la vache à lait. La colonie, c'est le grenier de la métropole, mais le colbertisme, c'est tout par et pour la métropole. Eh bien, nos ancêtres, ils ont foutu un coup de pied dans ce modèle économique, dans ce modèle de l'exclusive, n'est-ce pas, pour reprendre encore une fois une formule consacrée. La colonie devait faire affaire exclusivement avec la métropole. La colonie devait acheter exclusivement de la métropole. La colonie devait vendre exclusivement à la métropole. Donc tout par et pour la métropole. Et nos ancêtres ont dit basta.
Déjà, le gouverneur Toussaint Louverture faisait librement commerce avec les États-Unis. Je vous ai déjà parlé, j'en parle, n'est-ce pas, dans ma biographie de Toussaint Louverture, de cette clause qu'on appelle clause Toussaint Louverture, votée par le Congrès américain, qui consistait à faire commerce avec cette colonie, oui, habitée par des révoltés, mais avec laquelle il vaut la peine de faire commerce parce que il nous en coûte moins cher d'acheter des produits qui viennent de Saint-Domingue, d'à côté, plutôt que de faire venir des produits de l'Europe, de la France ou de l'Angleterre alors. Et donc nos ancêtres, grandeur de ce premier État noir d'Amérique, ont foutu un coup de pied dans ce modèle économique qu'est le colbertisme, tout par et pour la métropole. On a dit non. D'abord, nous ne sommes plus une colonie. Nous proclamons notre indépendance. Et si vous lisez les premiers documents, les documents fondateurs de cet État, nos ancêtres ont dit qu'ils ont proclamé leur indépendance à la face de l'univers. J'aime bien cela. À la face de l'univers. Que leur importe que les voisins ne reconnaissent pas leur indépendance, du moins pour un Jean-Jacques Dessalines, pour un Boiron-Tonnerre, que leur importe que les États esclavagistes les considèrent comme des révoltés, ils proclament leur indépendance à la face de l'univers. Nos ancêtres ont eu affaire à d'autres mondes qu'au monde esclavagiste, qu'au monde blanc, qu'au monde raciste. Et lorsque le général Jean-Jacques Dessalines avait préannoncé son intention de faire de cette colonie un État, un pays libre, eh bien, l'Angleterre s'est précipitée de proposer un protectorat. Vous savez, les Français ne vous lâcheront jamais. Nous vous proposons un protectorat, nous vous proposons de vous mettre, n'est-ce pas, sous notre protection. Nous nous battrons à vos côtés contre les Français. Et ne vous précipitez pas de proclamer votre indépendance, devenez une espèce de, je sais pas moi, une espèce de colonie sans la lettre anglaise. Il n'y aura pas d'esclaves, mais vous serez sous notre protectorat. Et la réponse du général Jean-Jacques Dessalines était on ne peut plus éclatante. On ne fait pas la guerre de l'indépendance contre la France pour se mettre sous la férule d'un autre maître, ce que nos politiciens d'aujourd'hui ne comprennent pas. Eux qui se précipitent à vendre le peu qu'il nous reste de souveraineté aux Américains, aux Français, aux Canadiens, les Canadiens qui n'ont connu qu'en 82, ce qu'on appelle la vraie indépendance, la vraie souveraineté, avec le rapatriement de leur propre constitution en 82. Et pourtant, les politiciens haïtiens, dont les ancêtres ont proclamé à la face de l'univers l'indépendance depuis le 1er janvier 1804, eh bien, sollicitent et acceptent les dictats des Canadiens, les dictats des Français, qu'ils ont battus en 1803, les dictats des Américains, comme des ordres divins. Enfin, c'est à ne rien comprendre. Alors, nous avons gagné, nous avons conquis notre indépendance sur les champs, sur le terrain de la guerre. Nous avons battu Rochambeau qui, lui, a conduit l'armée américaine à la victoire contre les Anglais. Mais une fois qu'on dit ça, nous devons commencer à toucher du doigt les nombreuses misères de ce premier État noir d'Amérique. Et je suis obligé de vous parler de l'échec de nos élites. Attention, il faut tout de suite corriger un certain nombre de malentendus. Il n'y a pas de société sans élite. Un État, une nation vaut par ses élites. Ma formation d'historien me commande de vous rappeler qu'il n'y aurait pas de révolution américaine si les élites économiques,
si les élites politiques, si les élites intellectuelles, les journalistes, ceux qui possédaient des journaux, les élites économiques, ceux qui faisaient tourner l'économie, n'est-ce pas, dans les 13 colonies, les élites politiques, ceux qui pensaient, si ces gens-là ne se disaient, écoutez, il nous faut notre liberté par rapport au Parlement britannique, il nous faut notre liberté par rapport au Georges III qui se contente de nous taxer avec, n'est-ce pas, ce qu'on appelle ces fameuses lois intolérables. Il nous faut notre liberté par rapport aux Britanniques. Donc vous notez que une nation vaut par ses élites. Évidemment, une élite peut facilement se muer en oligarchie, c'est autre chose lorsque le pouvoir, lorsque les ressources sont confisquées par un petit groupe, ce qu'on retrouve en Haïti, mais une nation ne vaut que par ses élites. J'ai rappelé dans une émission qu'on a présentée sur le bois caïman dernièrement qu'il y a eu bois caïman parce que les élites des esclaves l'ont voulu. Par élite, j'entends ceux qui, parmi les esclaves, étaient élevés en dignité. Ceux qui, parmi les esclaves, jouissaient d'un certain nombre de privilèges. Je suis conscient un petit peu du mauvais jeu de mots, car qu'est-ce qu'un esclave peut recevoir comme privilège? Eh bien, mais vous savez, parmi les esclaves, il y avait des privilégiés. Et ces privilégiés-là, c'étaient les cochers, ceux qui avaient accès au maître, ceux qui conduisaient le carrosse du maître, ceux qui, n'est-ce pas, signaient au nom du maître, car beaucoup d'entre eux savaient lire et écrire, ceux qui négociaient au nom du maître, les seuls d'ailleurs qui, au regard du code noir, pouvaient traverser la colonie d'un bout à l'autre. Et donc, lorsque vous regardez la révolution haïtienne, cette révolution a été déclenchée par les élites parmi les esclaves, les cochers. Parlez-moi de Boukman, c'est un cocher. Parlez-moi de Biassou, c'est un cocher. Parlez-moi de Jean-François, c'est un cocher. Parlez-moi de Toussaint Louverture, c'est un cocher. Et donc, c'est ces gens-là qui ont dit, écoutez, on ne peut pas accepter cette situation, on ne peut plus accepter le statu quo, il faut faire quelque chose. Et plus on étudie ce qui s'est passé à Bois Caïman, plus on étudie la révolution haïtienne, plus on étudie la vie de ces révolutionnaires, plus on découvre à quel point ils ont préparé de longue main Bois Caïman. Ce n'était pas, contrairement à ce que nous dit Dorsainville, contrairement à ce que veut l'imaginaire populaire, ce n'était pas une cérémonie religieuse. Bien sûr qu'il y avait des rites mythiques, bien sûr qu'il y avait des rites spirituels, pourquoi pas? De même, les révolutionnaires américains étaient des francs-maçons. Ils n'ont pas choisi Washington comme capitale sur la simple considération géographique, voyons. C'est à la suite de rites francs-maçonniques qu'ils vont choisir Washington. Quand il leur fallait construire le siège du gouvernement, donc le siège de l'exécutif, ils ont borné la zone, ils ont borné le territoire selon des rites francs-maçonniques. Pourquoi pas? Il faut seulement être un enfant pour s'imaginer que le pouvoir et la mystique ne vont pas de pair. Au fait, il n'y a pas de divorce entre pouvoir et mystique. Ce que
Paul dit autrement, tout pouvoir vient de Dieu. En fait, tout pouvoir est mystique, tout pouvoir est spirituel. Quelqu'un qui exerce le pouvoir, 9 fois sur 10, c'est parce qu'il se croit investi d'un appel quelconque. Et les pères fondateurs de la nation américaine n'auraient jamais osé créer ce quelque chose-là sans le faire en fonction de leurs croyances mystiques franc-maçonniques. Et nos ancêtres non plus n'ont pas osé lancer cette bataille, cette guerre contre les Français sans le faire en conformité à leurs croyances mystiques, à leurs croyances spirituelles, génériquement appelées vaudou. Bon. Donc, Bois Caïman, qui est l'élément déclencheur, qui est le cri de ralliement en vue de fonder ce nouvel État haïtien, n'aurait pas été possible, n'était l'entente, n'était l'union, n'était l'alliance entre les élites d'alors parmi les esclaves. Et c'était des cochers. Bon. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire qu'une collectivité vaut par son leadership. Une collectivité vaut par ses élites. Si une collectivité traîne, si une collectivité croupit dans la boue, regardez ses élites. En sorte que lorsque nous allons parler de misère de ce premier État noir d'Amérique, nous devons avant toute chose regarder le leadership, regarder les élites militaires d'alors, les élites politiques, les élites militaires qui allaient rapidement devenir des élites politiques, les élites militaires et politiques qui allaient rapidement devenir des élites économiques. Nous devons regarder de leur côté et nous questionner sur leur motivation, sur leur intention. Car pour expliquer l'état misérable, pour expliquer le fait que Haïti soit la queue du peloton, il faut regarder premièrement du côté de nos élites. Qu'est-ce que les élites voulaient? On s'entend, nos élites voulaient en finir avec l'esclavage. Ça, c'était le premier point commun. C'est le point commun que les élites avaient entre elles. C'est le point commun que les élites avaient avec la masse. Les mulâtres qui n'ont jamais été esclaves, voyant et sentant que ce que Napoléon voulait, c'était soit les éliminer ou les renvoyer sur les plantations au Madagascar comme esclaves, ils ont dit jamais. Les nouveaux libres, donc les Noirs, les Jean-Jacques Dessalines, les Christophe, qui eux ont connu l'esclavage, on dit plutôt mourir que de redevenir esclaves. Alors, premier point commun, nos élites militaires, qui vont devenir les élites politiques, et plus tard des élites économiques, on dit on ne veut plus être l'esclave de personne. On ne veut plus d'esclavage sur ce territoire. Voilà pourquoi je vous ai rappelé que la constitution de 1801 du gouverneur Toussaint Louverture promulgue en son premier article, dispose en son premier article, le fait que l'esclavage est à jamais aboli sur ce territoire. Fine. Très bien. Ceci une fois dit, on se pose une autre question, mais qu'est-ce que ces élites voulaient créer comme État? Et c'est là où le bas blesse. Car très rapidement, on découvre que selon qu'on était un ancien libre ou un nouveau libre, on visait autre chose. Les anciens libres, les mulâtres, très rapidement, veulent reproduire la structure plantationnaire de Saint-Domingue. C'est bien beau d'avoir un nouveau pays, c'est bien beau d'avoir un nouvel État, mais dans leur tête à eux, si on veut revenir aux
beau jour, au jour de prospérité de Saint-Domingue, il faut ramener les nouveaux libres, c'est-à-dire la masse, sur les plantations pour y travailler, non plus comme esclaves, je veux bien, mais dans des situations qui sont assimilables à l'esclavage. C'est là où j'ai commencé par vous rappeler que la question économique était un grand défi pour le premier homme d'État haïtien, Jean-Jacques Dessalines. Deux choix s'offraient à lui. Fallait-il tout de suite procéder à la répartition des terres qui sont vacantes, qui sont abandonnées par leurs propriétaires blancs, français, qui sont allés soit à l'est, à Santo Domingo, soit à Cuba, soit en Louisiane? Faut-il tout de suite distribuer ces terres ou faut-il garder le régime du latifundium, le régime des latifundia, c'est-à-dire le régime des grands domaines sur lesquels allaient travailler les nouveaux libres, les anciens esclaves, de manière à faire tourner l'économie? Oh, Alberto, frérot. Ça va, frère? Yeah, ça va. Mais bro, qu'est-ce qui se passe le 23 août comme ça? Hein? I keep hearing about that big event that's coming up, but I don't know what it is. Ah, ok. Ou pas de compte ça, Pam? Non. Ok, dimanche le 23 août, là, il y a une conférence importante avec nul autre que Dr Jean-Fils Aimé. Jean-Fils Aimé? Oui. Mais qui est-ce qui docteur ça? Dr Jean-Fils Aimé, c'est un intellectuel, un historien, un théologien, un écrivain. Oh. Le gars est très connu de la communauté haïtienne. Monsieur toujours à parler nous sous histoire nous, culture nous, à identité nous, bagage qui est and important. what's the conference about? C'est sur l'abolition de la traite négrière d'hier à aujourd'hui. Ah. Oui, parce que si nous pas connaissons l'histoire nous pas qu'à comprendre ça qu'a passé aujourd'hui à devant chez nous. Ouais, ça me le soulève. Ça c'est vrai, but yo, tell me, where and when? C'est dimanche le 23 août. Prends-le en note, mets-le dans ton agenda. 23 août. Exact. Ok. De 13h à 17h au Carlton Signature, 8860 boulevard Langelier. And what's the price? How much it costs? It's totally free. C'est contribution volontaire. Et tu peux même découvrir et rejoindre le groupe AFNA qui va être sur place. AFNA? Oui, ça c'est l'association des fonctionnaires noirs et afro-descendants. Donc tu peux les rejoindre si tu es un fonctionnaire. Ah, ok. Voilà. Hey, yo, Pam, yo, m'pas qu'à pas là, man. That's Pas it. là, dans le normal. Voilà, c'est ça qu'on Hey, veut I'll entendre. be there for sure, bro. Sure. Nous pas qu'à arrêter les spectateurs. Faut impliquer nous. Faut prendre place dans le combat. Venez en foule, venez avec vos amis. Voilà, on vous attend tous en foule. Attends-nous. Right. Aucune excuse de pas Parce être que là. l'ignorance apaise, La connaissance bouleverse. Que ce soit le gouverneur Toussaint Louverture, que ce soit le général et plus tard l'empereur Jean-Jacques Dessalines, que ce soit le roi Christophe, ils ont tous les trois opté pour le régime du latifundium, le régime des latifundia, c'est-à-dire le régime des grands domaines sur lesquels allaient travailler les nouveaux libres, les anciens esclaves. Et donc, la question de la propriété de ces terres demeure. À qui ces terres allaient-elles désormais appartenir? Les anciens libres, donc les mulâtres, ils vont d'un précédent. Ces terres-là appartenaient à nos pères. Maintenant que nos pères sont plus là, soit parce qu'ils sont retournés en France, soit parce qu'ils sont allés à Santo Domingo, soit parce qu'ils sont allés à Cuba, soit parce qu'ils sont allés aux États-Unis en Louisiane, maintenant qu'ils ne sont plus là, ces terres-là nous reviennent. Et là, rapidement, une machine de corruption va être mise sur pied pour créer des titres de propriété, pour dire, écoutez, ces terres-là appartenaient à mon père, à tort ou à raison, et puisque mon père est porté disparu, et puisque mon père ne pourra plus revenir ici comme propriétaire, ainsi que le veut la première constitution d'Haïti, la constitution impériale de 1805, eh bien, ces terres-là nous reviennent à nous. Et là, vous imaginez un Jean-Jacques Dessalines qui est à la tête de ce nouvel État, qui voit arriver tous ces titres de propriété, et qui se disent, écoutez, quand vos pères étaient vivants, quand vos pères étaient encore à Saint-Domingue, jamais vous n'avez songé à faire valoir quelques titres que ce soit, n'est-ce pas, sur leurs biens. Maintenant qu'ils sont portés disparus, toutes les terres désormais ont des héritiers. Et là, il a poussé son fameux cri que tous les étudiants haïtiens ont appris, et les pères, et ceux dont les pères sont en Afrique, n'auraient-ils donc rien?
Et donc, vous comprenez que déjà, sur la question de la propriété terrienne, sur la question de ce qu'on allait appeler plus tard la réforme agraire, les dissensions rapidement réapparaissent. Les anciens libres disent que ces terres sont à nous. Les nouveaux libres, qui sont de haut gradés dans l'armée, commencent à faire main basse sur les propriétés de l'État. Et la masse, l'écrasante majorité, qui était jusque-là des esclaves, cette écrasante majorité n'a rien. Voilà pourquoi les politologues, les historiens disent que nos ancêtres ont échoué à créer l'État-nation. Vous avez un État, oui, c'est-à-dire un gouvernement. Vous avez un État, oui, vous avez un exécutif, oui, mais un État qui travaille sans l'assentiment, un État qui travaille non pas pour le bien de la masse, mais un État qui travaille pour son propre bien-être. Et c'est ainsi, hélas, on va retrouver beaucoup de généraux qui sont rapidement devenus riches, beaucoup de hauts gradés de l'armée qui vont rapidement devenir très riches, puisque la terre, c'est la seule source de richesse d'alors. Et la question se pose, comment rentabiliser cette terre? Il n'y a pas de capitaux, il faut de la main-d'œuvre vile et corvéable à merci, et donc rapidement, je l'ai dit, on va concevoir une espèce de code du travail selon lequel la masse, donc les nouveaux libres, les anciens esclaves vont devoir recommencer à travailler, non pas comme propriétaires, car ils n'ont pas encore accès à la propriété. Non plus comme esclaves, je veux bien, officiellement, mais quand on voit les conditions dans lesquelles ils vont travailler, les conditions dans lesquelles ils vont être attachés à telle plantation qui appartient soit à un haut gradé de l'armée, soit à un ancien libre, c'est-à-dire mulâtre, quand on va voir comment ils seront punis par les soldats, les gardiens, les gardes, on se demande, est-ce qu'il y a une véritable différence entre la condition dans laquelle ils vivaient lorsqu'ils étaient esclaves et la nouvelle condition dans laquelle ils sont appelés à vivre, maintenant qu'un nouvel État est créé et qui a proclamé la liberté en lieu et place de l'esclavage. Donc déjà, on voit que les élites militaires, qui sont devenues les élites politiques, vont rapidement devenir des élites économiques et elles vont le devenir à l'exclusion de la masse. En sorte que la question des exclusions, c'est l'une des questions qui explique le retard d'Haïti. C'est un pays qui est fondé sur des exclusions. Propriétaires versus non-propriétaires. Mais ce ne sont même pas des propriétaires légitimes, c'est des usurpateurs. C'est des gens qui font main basse sur des terres qui ne leur appartenaient pas, au prétexte que ces terres-là appartenaient à leur père, faussement, au prétexte que c'est eux qui ont mené cette guerre comme haut gradé de l'armée, donc ils ont droit à une récompense. Et la vaste majorité des Haïtiens n'a jamais eu accès aux ressources du pays. D'où ma fameuse trilogie. C'est un pays qui subit une triple confiscation. Une confiscation du pouvoir ou des pouvoirs. Rapidement, les hauts gradés de l'armée vont confisquer tous les lieux de pouvoir. Une confiscation des avoirs, la terre étant alors la seule source de richesse. Très rapidement, les anciens libres vont confisquer les terres et les hauts gradés de l'armée, les Noirs, beaucoup d'entre eux, vont confisquer aussi les terres. La masse n'aura rien. Et c'est aussi un pays qui est basé sur une troisième confiscation, la confiscation, n'est-ce pas, du savoir. Donc le triple hold-up dont j'ai parlé dans mon livre Haïti, n'est-ce pas, un pays en décomposition avancée, hold-up du pouvoir, hold-up des avoirs, hold-up du savoir. Alors vous comprenez que d'entrée de jeu, oui, on a gagné la bataille politique contre la France, oui, on a eu comme slogan liberté ou la mort, mais on ne construit pas un pays
On ne construit pas une nation, on ne construit pas un État-nation avec des slogans, on construit un État-nation lorsque on est motivé par le désir que tous et toutes puissent profiter de toutes les ressources du pays. Or, nos ancêtres ont échoué dans cela. Parce que ils ont pour la plupart voulu reproduire le modèle plantationnaire de Saint-Domingue. Ils ont voulu construire un État sur le modèle des exclusions qu'on a connues, n'est-ce pas, pendant la colonie. Désormais, les terres appartiendront à un petit groupe, une oligarchie, mulâtre et noire. Et la masse n'aura jamais accès au pouvoir. La masse n'aura jamais accès aux avoirs. La masse n'aura jamais accès au savoir. Regardez, c'est vrai que la première constitution, celle de l'empereur Dessalines, prévoit 6 grandes écoles, puisque le pays sera divisé en 6 grands départements militaires. Eh bien, on prévoit 6 grandes écoles, mais entre nous soit dit, non seulement ces écoles n'ont pas eu le temps d'être créées, mais entre nous, essayons d'imaginer que ces écoles-là aient été créées pour de vrai. Mais qui allait fréquenter ces écoles-là? Mais les enfants des hauts gradés militaires, les enfants de l'élite noire, les enfants de l'élite mulâtre, encore que les enfants de ces élites-là fassent leurs études à Paris. Il faut dire la vérité. Les enfants du gouverneur Toussaint Louverture ont étudié en France. Le fils du roi Christophe va faire ses études en France et les enfants des mulâtres vont continuer à étudier à l'étranger, en sorte que la masse, elle, sera enfermée dans l'ignorance, donc elle n'aura pas accès au savoir. La masse n'aura pas de terre qui est la seule source de richesse, elle n'aura pas accès à l'avoir, et la masse verra passer le pouvoir politique, puisque ce pouvoir va être occupé pendant tout le 19e siècle par des militaires, des gens qui vont s'autoproclamer généraux, en sorte qu'il y aura toujours 2 Haïtis. L'Haïti des dirigeants, l'Haïti de l'oligarchie, oligarchie politique, oligarchie militaire, oligarchie, n'est-ce pas, financière, et l'Haïti des masses qui perdra le contrôle de son destin. Et quand on veut comprendre pourquoi nous sommes aujourd'hui la queue du peloton, si on veut comprendre pourquoi aujourd'hui nous ne produisons toujours pas un État viable et fiable pour toutes les Haïtiennes, tous les Haïtiens, il faut regarder dans les premières années de cet État noir d'Amérique, rapidement le pouvoir, rapidement les avoirs, rapidement le savoir vont être confisqués par les élites. Le triple hold-up. Le hold-up politique, le hold-up donc du pouvoir, le hold-up des avoirs, le hold-up économique et le hold-up des savoirs. En sorte que aujourd'hui encore, les amis, plus de 200 ans après la proclamation de l'indépendance, la majorité des Haïtiens et des Haïtiennes qui sont en Haïti ne savent toujours ni lire ni écrire. Imaginez, nous sommes au 21e siècle, selon les statistiques plus ou moins fiables, il faut parler de 55% de la population haïtienne qui ne sait ni lire ni écrire. Arrêtons-nous ici et continuons de mettre les doigts dans la plaie de nos misères. À tout à l'heure. Yo, Alberto, frérot. Ça va, frère? Yeah, ça va. Mais bro, qu'est-ce qui se passe le 23 août comme ça? Hein? I keep hearing about that big event that's coming up, but I don't know what it is. Ah, ok. Ou pas de compte ça, Pam? Non. Ok, dimanche le 23 août, là, il y a une conférence importante avec nul autre que Dr Jean-Fils Aimé. Jean-Fils Aimé? Oui. Mais qui est-ce qui docteur ça? Dr Jean-Fils Aimé, c'est un intellectuel, un historien, un théologien, un écrivain. Oh. Le gars est très connu de la communauté haïtienne. Monsieur toujours à parler nous sous histoire nous, culture nous, avec identité nous, bagage qui est important. What's the conference about? C'est sur l'abolition de la traite négrière d'hier à aujourd'hui. Ah. Oui, parce que si nous pas connaissons l'histoire nous, nous pas comprendre ça qui a passé aujourd'hui à devant chez nous. Ouais, ça me le soulève. Ça c'est vrai, but yo, tell me, where
And when? C'est dimanche le 23 août. Prends-le en note, mets-le dans ton agenda. 23 août. Exact. OK. De 13h à 17h au Carlton Signature, 8860 boulevard Langelier. And what's the price? How much it costs? It's totally free. C'est contribution volontaire. Et tu peux même découvrir et rejoindre le groupe AFNA qui va être sur place. AFNA? Oui, ça c'est l'association des fonctionnaires noirs et afro-descendants. Donc tu peux les rejoindre si tu es un fonctionnaire. Ah, OK. Voilà. Hey, yo, Pam, yo, m'pas qu'à pas là, man. That's it. Pas là, dans le normal. Voilà, c'est ça qu'on Hey, veut yo, I'll entendre. be there for sure, bro. Sure. Nous pas qu'à arrêter les spectateurs. Faut impliquer nous. Faut prendre place dans le combat. Venez en foule, venez avec vos amis. Voilà, on vous attend tous en foule. Attends-nous. Right. Aucune excuse de pas Parce être que là. l'ignorance apaise, La connaissance bouleverse. Il nous faut revenir à ce triptyque. Mien, le triple hold-up qui maintient Haïti dans cet état de misère. Le hold-up du pouvoir, le hold-up de l'avoir, le hold-up du savoir. Parlons du hold-up du pouvoir. Mais disons la vérité là. Quand, après la guerre de l'indépendance, après novembre 1803, les généraux se sont réunis pour nommer le vainqueur de Rochambeau, le vainqueur, le tombeur de Napoléon Bonaparte, gouverneur général à vie. C'était son premier titre, etc. Mais est-ce que ces généraux-là se sont préoccupés de la question de la légitimité? Je ne dis pas que la nomination de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, alors comme gouverneur et plus tard comme empereur, ne soit pas une bonne idée. C'est une idée logique, puisque c'était celui qui conduisait les armées à la victoire. Il était presque entendu qu'il soit le premier homme d'État d'Haïti. Je veux bien, mais quand on fait l'histoire d'Haïti, moi, ce qui me frappe, c'est sûr que je ne veux pas faire d'anachronisme, je ne veux pas prendre des idées du 21e siècle et les rétro-projeter sur ce qui se passait au début du 19e siècle, mais la question de la légitimité se posait. L'ancien esclave, là, qui travaillait sur une arrière-plantation d'un maître blanc, là, qu'est-ce qu'il savait de la nomination de Jean-Jacques Dessalines comme gouverneur de ce premier État? Qu'il soit nommé par les généraux, je comprends, mais quand vous lisez l'histoire d'Haïti, quand vous vous intéressez à l'administration, la première administration d'Haïti, celle des 2 premières années, ce qui me frappe, c'est le manque évident de souci de la part de nos dirigeants d'aller chercher l'approbation, d'aller chercher l'assentiment, d'aller chercher l'adhésion de la masse. C'est tout simplement un pouvoir qui est confisqué. Si bien que lorsque ces mêmes hommes, et ces mêmes femmes, puisqu'on a vu des femmes comploter aussi, lorsque ces mêmes hommes, de concert avec nos ennemis d'extérieur, les Français, les Américains entre autres, ont assassiné Jean-Jacques Dessalines, eh bien, là non plus, ils ne se sont pas posé la question de la légitimité du nouveau pouvoir qui allait se mettre en place très rapidement. Les hommes de Port-au-Prince ont nommé, n'est-ce pas, Christophe. Ils lui ont fait un pouvoir de nain que Christophe a refusé, mais lui, il est revenu dans le Nord pour être proclamé chef d'Haïti. Mais Christophe non plus, pas plus que Pétion. Aucun d'entre eux n'a eu le désir d'aller obtenir l'adhésion de la masse. C'est comme si on dirigeait la masse sans la masse. C'est comme si on décidait pour la masse sans la masse. On se foutait de l'opinion de la masse. Nous sommes les élites militaires, nous sommes devenus des élites politiques, nous sommes donc les élites économiques. On s'en fout de la masse, on décide pour la masse, mais sans la masse. Je suis en train de pousser des recherches sur le royaume de Christophe, Henri.
un homme que j'aime bien, mais on ne peut fermer les yeux sur les angles morts de ce royaume. Le roi Christophe n'avait aucune sensibilité à la question de la légitimité. C'est comme si le pouvoir lui revenait de droit. Donc le peuple n'est pas souverain. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas la masse qui confère le pouvoir. C'est nous qui décidons que nous allons diriger la masse, que la masse le veuille ou non. Et on retrouve la même chose dans la République de Port-au-Prince, la République de Pétion. On fait des constitutions entre nous, un parlement, n'est-ce pas, formé d'oligarques. On choisit au deuxième degré le leader qui nous convient. Et alors, on dirige la masse, mais sans la masse. Ce hold-up du pouvoir politique, 200 ans plus tard, demeure. Regardez. Je vois Alix Didier Fils-Aimé promettre des élections. Fine, des élections. Vous avez l'agglomération de Port-au-Prince qui est contrôlée par des gangs armés. Ce n'est un secret pour personne. L'ONU le dit. 85% de l'agglomération de Port-au-Prince est contrôlée par les gangs armés. Vous avez le département de l'Artibonite qui est contrôlé par d'autres gangs, Grand Griffe. Vous avez la Grande Anse, le Grand Sud qui est contrôlé par des gangs. Et vous parlez d'élections. Vous parlez d'élections. Mais d'élections pour qui et par qui? Et pire que cela, vous voyez des candidats qui nous font croire qu'ils sont de bonne foi, commencer à faire campagne pour être élus par une population dont la majorité n'aura pas accès au bulletin de vote. 200 ans plus tard, nous sommes dans la même logique de la confiscation du pouvoir politique. Nous sommes dans la même logique de la confiscation, n'est-ce pas, des lieux politiques. C'est sûr que dans la tête de Didier Fils-Aimé, il sait déjà qu'il va nommer. Bien sûr qu'il nomme un CEP, mais le CEP va faire exactement ce que lui, Didier, va faire. Didier lui-même va nommer quelqu'un en conformité avec la volonté, n'est-ce pas, des trois pays tuteurs, les États-Unis, la France et le Canada, en sorte qu'on va avoir là encore des détenteurs du pouvoir politique qui ne font qu'usurper le pouvoir, qui sont au fait des usurpateurs du pouvoir politique, d'où le premier hold-up, le hold-up politique. Et si vous lisez toute l'histoire d'Haïti, en particulier l'histoire du 19e siècle, vous allez avoir d'anciens hauts gradés militaires qui confisquent le pouvoir sans le peuple, qui seront renversés par d'autres hauts gradés militaires qui vont armer, n'est-ce pas, des miliciens, qui vont marcher sur le siège du pouvoir. Et tout le 19e siècle, le début du 20e siècle va se dérouler ainsi jusqu'à ce que les États-Unis, intéressés, les États-Unis, acteurs de notre instabilité, décident de nous réconcilier avec nous-mêmes, décident de faire la paix entre nous. Au fait, nous devons avoir le mal courage de le dire. Nos malheurs, nos instabilités, nos confiscations du pouvoir politique ont fait en sorte que les États-Unis ont eu le beau prétexte d'intervenir pour nous réconcilier avec nous-mêmes. En fait, si vous regardez tout le 19e siècle et tout le début du 20e siècle, les pouvoirs éphémères, ce n'est que pendant l'occupation américaine, hélas, les 19 ans que dure l'occupation américaine, qu'on va avoir des gouvernements stables. Vous me direz, ah oui, mais c'était un doumvirat. On avait des présidents qui étaient élus par un conseil d'État qui lui-même était formé d'une oligarchie politique, et même le président qui est élu par le conseil d'État n'était pas tout à fait libre de ses mouvements, puisqu'il y avait un haut commissaire américain qui était nommé soit par le président, soit par le département d'État, en sorte que c'était un doumvirat dans lequel le haut commissaire américain avait le haut du pavé, mais n'était l'intervention des Américains, hélas, pendant 19 ans, on continuerait à s'entretuer, on continuerait à avoir, n'est-ce pas, des pouvoirs éphémères qui sont établis pour quelques mois, pour quelques années,
le temps d'être renversés par des cacos, par des andolites qui, eux, sont conduits par quelqu'un qui va s'autoproclamer général. La confiscation du pouvoir politique a fait d'Haïti une terre d'instabilité politique. Le pire, 200 ans plus tard, nous en sommes encore là. Vous regardez le profil de ceux qui reviennent comme candidats au Sénat, candidats à la présidence. Même si ce sont de nouveaux visages, ce sont les mêmes réflexes. Car comment, comme démocrate, si on croit vraiment à un pouvoir légitime, si on croit à la nécessité pour le peuple d'octroyer le pouvoir, ce qu'on appelle la souveraineté, le peuple, c'est le souverain, celui qui donne le pouvoir, comment sérieusement, dans des conditions actuelles, où la majorité des Haïtiens, on parle de Port-au-Prince, on parle du département de l'Artibonite, on parle, n'est-ce pas, de la Grande-Anse, donc c'est la majorité des électeurs n'auront pas accès au bulletin de vote, comment on peut se regarder au miroir et dire qu'on sera élu dans ces conditions-là? Comment peut-on se regarder au miroir comme Premier ministre et dire on va avoir des élections dans ces conditions-là? Comment le Canada, les États-Unis et la France, qui encouragent des élections, l'OEA qui encourage des élections, comment pouvez-vous parler d'élections quand la majorité des Haïtiens n'auront pas accès au bulletin de vote? Donc, vous notez, notre péché originel du hold-up du pouvoir demeure. Il traverse de part en part notre histoire. L'histoire politique d'Haïti est une histoire de confiscation du pouvoir. L'histoire politique d'Haïti est une histoire d'usurpation du pouvoir. Il n'y a eu qu'une fois, c'était en 90, que le peuple soit vraiment sorti dans la rue, soit vraiment sorti vers les urnes pour nommer pour élire celui qu'il a véritablement choisi. En dehors de cela, toute l'histoire politique de ce pays est une histoire de confiscation politique. On ne peut construire un État-nation, on ne peut construire un État stable si la question du pouvoir politique n'est pas réglée, si le pouvoir politique n'est pas légitime, si le pouvoir politique n'est pas octroyé par le peuple qui est souverain. 9 fois sur 10, il est imposé par les Américains. Autrefois, il était imposé par la France. Et aujourd'hui, il est imposé par le triumvirat infernal que sont les États-Unis, le Canada et la France. Les amis, la réflexion se poursuit. Nous devons à un moment donné nous poser la question, pourquoi nous en sommes encore là? Pourquoi Haïti est-elle toujours la queue du peloton? Première explication, le pouvoir politique est confisqué, le premier hold-up, le hold-up du pouvoir. On s'arrête ici les amis, vous aurez compris que l'émission se poursuivra la semaine prochaine, nous serons en continuation jusqu'à dimanche prochain. Nous devons poser le diagnostic cru. On ne peut diriger une collectivité si cette collectivité ne confère le pouvoir. On ne peut parler de démocratie si le peuple n'est pas considéré comme le souverain, celui qui légitime le pouvoir. Dans toute l'histoire de notre pays, à une exception près, j'oserais dire, le pouvoir politique a toujours été l'objet d'un hold-up. Réfléchissons à cela. Gardons le moral, les amis, car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. La semaine prochaine, on va parler du hold-up des avoirs. Et la semaine d'après, nous parlons du hold-up du savoir. Pourquoi les ressources de ce pays sont encore aux mains de 2 ou 3%? Pourquoi 55% de cette population ne savent toujours ni lire ni écrire, alors qu'on a des programmes d'alphabétisation, on a un ministre de l'éducation, on a des écoles un peu partout. Foutaise que tout cela, c'est de la bluffe, c'est de la fumisterie. La question n'a jamais été véritablement abordée. On se quitte ici, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, bonne semaine, au revoir.